Ça bouge du côté de la guerre en Ukraine. L'occasion de faire un tour d'actu sur la question dans ce nouvel épisode de l'Hebdor, votre revue de presse hebdomadaire autour de l'or, des métaux précieux, de l'économie et de la géopolitique. Ce week-end a eu lieu dans les Alpes suisses le plus grand rassemblement organisé en soutien de l'Ukraine depuis février 2022. Plus de 90 pays et institutions mondiales, dont une cinquantaine de chefs d'État et de gouvernement, se sont réunis samedi autour du président ukrainien Volodymyr Zelensky. La Chine et la Russie n'y étaient pas conviées. Comme d'habitude, beaucoup de bruit pour accoucher d'une souris. À la sortie, un bilan en demi-teinte dont la conclusion nous est donnée par le journal La Tribune. La vaste majorité des pays a souligné que la Russie, absente de ce rendez-vous, devra la prochaine fois être partie prenante des discussions pour arriver à une paix durable et juste. Ben oui, effectivement, quand vous voulez négocier la paix, c'est plus facile de le faire quand vous avez toutes les parties concernées autour de la table. Ils n'ont pas fait l'ENA pour rien. La Russie a quant à elle qualifié les résultats de cette rencontre comme proches de zéro. Juste avant ce sommet, le président russe Vladimir Poutine avait exposé vendredi pour la première fois les conditions posées par la Russie pour mettre fin à la guerre en Ukraine et entamer des pourparlers de paix. Lors d'une réunion avec des employés du ministère russe des Affaires étrangères à Moscou, Poutine a assuré que la Russie cesserait immédiatement ses opérations de combat si l'Ukraine renonçait à ses intentions d'adhérer à l'OTAN et retirait ses troupes des régions de Donetsk, Lugansk, Kherson et Zaporizhzhia, 4 régions orientales que la Russie a déclaré avoir annexées en 2022 dans le cadre d'une opération généralement non reconnue par la communauté internationale. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a immédiatement rejeté ce qu'il a qualifié d'ultimatum à la Hitler de la part de M. Poutine, à savoir la cession de nouveaux territoires. Italie et Allemagne ont également rejeté les propositions de Vladimir Poutine pour négocier la paix avec l'Ukraine. Giorgia Meloni, la chef du gouvernement italien, les qualifiant de propagande. Ce sommet était surtout l'occasion pour le président ukrainien de demander de l'aide à ses partenaires américains et européens, puisque sur le front, l'armée ukrainienne peine en ce moment face aux 700 000 soldats russes déployés par Vladimir Poutine. L'Ukraine a annoncé hier que les coupures de courant allaient empirer jusqu'à la fin du mois de juillet, après une série de frappes russes sur ses infrastructures énergétiques. Moscou a lancé une campagne de bombardement ces derniers mois, visant les principaux centres de production et de distribution d'électricité ukrainiens et détruisant, selon le président Zelensky, la moitié de la capacité énergétique du pays. L'Ukraine a également dit que la Russie intensifiait ses attaques sur le front Est pour maximiser l'épuisement des troupes ukrainiennes avant l'arrivée de l'aide militaire occidentale, notamment avec des avions de chasse F-16. Mais surtout, le média Elucide nous explique par la plume de Marco Cesario comment le champ de bataille ukrainien a été le théâtre du fiasco des chars américains Abrams, qui coûtent 10 millions de dollars l'unité et qui se sont révélés inutiles face à la nouvelle génération de drones chinois à 400 dollars l'unité. 5 des 31 chars Abrams américains envoyés en Ukraine depuis janvier 2023 ont déjà été perdus à cause de l'action russe. Il s'agit d'un tournant dans la guerre, nous dit Elucide, car pendant des mois et des mois, les Alliés et leurs médias ont martelé l'opinion publique pour expliquer comment l'envoi de ces chars permettrait à l'Ukraine de gagner la guerre. Le résultat est là, nous dit l'article, la Russie avance rapidement, franchissant les lignes ennemies, et l'Ukraine perd chaque jour du terrain et se tourne vers l'Occident pour obtenir de l'aide. Mais le fait est que l'industrie occidentale est moribonde, dès lors, il est impossible et même dangereux pour elle de se séparer de ses meilleurs atouts militaires, au risque de fragiliser ses arsenaux déjà diminués. C'est d'ailleurs dans ces conditions peu glorieuses que l'envoi des chars Abrams américains avait été décidé, nous rappelle Marco Cesario. L'article conclut en expliquant qu'alors qu'Israël reçoit le meilleur de l'armement américain, y compris les armes équipées d'intelligence artificielle ou de systèmes intégrés entièrement autonomes, les Américains fournissent à l'Ukraine des armes coûteuses et totalement inadaptées aux guerres du XXIe siècle. Encore beaucoup d'actu à déployer sur le sujet de l'Ukraine, mais je vais vous laisser sur cet excellent papier du site The Conversation, dont je vous recommande la lecture, et qui explique par le menu le rôle qu'ont joué les DICT, des acteurs financiers peu connus, voire inconnus des non-initiés, dans le gel des avoirs russes. Les DICT sont depuis toujours placés au carrefour de la politique et de l'économie. Dans les années 50, au plus fort de la guerre froide, l'existence d'avoirs libellés en dollars US et détenus par des intérêts russes dans des banques non américaines avait donné lieu à la création du marché des eurodollars. Dans les années 70, ce marché s'est considérablement développé avec l'accumulation d'avoirs en dollars détenus par les pays de l'OPEP en Europe, les fameux pétrodollars,
et de créances libellées en dollars détenues par des non-résidents américains. Il s'agit d'acteurs privés comme Euroclear et Clearstream, des sociétés par actions dont les missions principales consistent à gérer les stocks de titres pour le compte d'investisseurs non résidents. C'est ce qu'on appelle la conservation de titres ou fonction de dépositaire afin d'attester de leur existence et de leur propriété. Les flux générés par les titres, en particulier les détachements périodiques de coupons ou de dividendes, au profit des investisseurs. Il s'agit des opérations sur titres. Ces sommes qui restent malgré tout versées par les émetteurs s'accumulent donc dans les livres des DICT, formant ainsi des bénéfices exceptionnels qui auraient pu être redistribués à leurs actionnaires. Dans un premier temps, la Commission a enjoint les DICT concernés à ségréguer ces montants, ce qui bloque leur redistribution à leurs actionnaires. Le nouveau règlement européen est allé plus loin dans un second temps en affectant ces bénéfices au soutien de l'Ukraine. Bref, si vous voulez tout comprendre de ces entités et de ce processus, je vous invite à aller lire cet article passionnant que je vous mets en description de cette vidéo. Allez, petit détour par le cours de l'or qui reste sur ses standards des dernières semaines et qui affichait hier, lundi, une once à 2158 €. Idem en dollars, l'once affichait hier un prix de 2314 $. Le site expert de la finance, Le Revenu, publie de son côté un article qui nous invite à la diversification, nous rappelant qu'il est essentiel de mettre un peu d'or dans son portefeuille. De multiples raisons à cela, mais surtout, nous dit l'article, le contexte est plus que propice entre les diverses crises que nous vivons à l'international, guerre en Ukraine, conflit israélo-palestinien et la forte poussée des pays émergents. En tout cas, nous dit le papier en conclusion, il y a peut-être de bonnes affaires à faire puisque Citigroup et Bank of America, entre autres, prévoient que l'or pourrait toucher les 3000 $ l'once en 2025. Et je vous invite également à lire cette chronique de Simone Wappler, parue sur le site du média Contrepoint, dans lequel elle nous démontre que l'or est bel et bien toujours une monnaie. Que mettent les banquiers centraux en ce moment, même dans leur coffre? Pas de liasses de billets, ni de cuivre, ni de diamants, ni de pétrole ou de céréales, mais de l'or et uniquement de l'or. Simone Wappler nous dit qu'avec des pays comme les États-Unis, le Japon, l'Italie et la France, dont les finances publiques sont en grave difficulté, la crise monétaire devrait s'intensifier, d'autant plus que la hausse des prix se nourrit des chimères des grands planificateurs, nous dit-elle, lutte contre le changement climatique nécessitant le développement d'énergies intermittentes, non rentables et lourdement subventionnées, retour aux barrières douanières et relocalisation industrielle forcée, manipulation des taux d'intérêt et du marché locatif renchérissant l'immobilier, d'où le recours à la monnaie ultime, l'or et l'or physique, bien entendu, conclut Simone Wappler. Ça tombe bien, de l'or physique, il y en a disponible pour chaque portefeuille sur aucoffre.com. Pour cela, vous n'avez qu'à suivre le lien dans la description de la vidéo. Et pour une nouvelle revue de presse, je vous donne rendez-vous mardi prochain. Bonne semaine.